donc que vous êtes, Monsieur Grenier, vous êtes arrivé au chamanisme par, à la suite d'une vie, disons, bien engagée dans la vie réelle, une vie Oui, d'affaires. tout à fait. Hein, j'ai démarré ma vie en tant qu'homme d'affaires et la vie pour moi, la réussite de ma vie ne pouvait passer que par la réussite sociale et financière. Donc j'ai démarré comme chef d'entreprise, ça a très bien fonctionné tout de suite, immédiatement. Et à l'âge de 28 ans, on m'a parlé des chamans. Le mot m'a résonné d'une jolie façon à l'oreille et j'ai été voir les chamans. Et où est-ce que vous avez trouvé les chamans? J'ai trouvé les chamans en Lozère, tout Ah simplement. d'accord. Voilà. Où j'ai été, je suis descendu en Lozère avec ma belle voiture rouge qui coûte cher et qui vient d'Italie. Et je l'ai garée pas loin du cercle chamanique. Parce que comme je dis souvent, à ce prix-là, il faut s'asseoir quand même. Et le monsieur qui parlait, le vieux qui parlait, parce qu'il avait 62 ans, c'est l'âge aujourd'hui que j'ai, ça je pense souvent à lui, parlait d'énergie, de la conscience, de la terre, de l'amour, de ces choses-là. Et pour moi, c'est un vocabulaire que je ne connaissais pas du tout et qui m'a parlé immédiatement. C'est-à-dire que j'ai validé tout ce qu'il disait, je le validais au fur et à mesure. Et j'ai eu cette prise de conscience relativement violente à ce moment-là, en regardant la voiture rouge qui était garée pas loin, de me dire, mais moi je fais partie de ce monde-là, et je me suis trompé de chemin. Parce que le vrai monde intéressant, nourrissant pour moi, c'est le monde de cet homme-là. Et là, j'ai basculé dans une forme d'énorme hésitation à quel chemin prendre. Et j'ai pas pu choisir. Donc je me suis initié au chamanisme tout en continuant à être l'homme d'affaires. Donc j'ai suivi 4 années d'initiation au chamanisme. Je suis devenu, je dirais, une forme d'instructeur dans les derniers temps. Et j'ai abandonné à l'âge de 32 ans pour me consacrer à mon entreprise parce que je ne voyais pas comment pouvoir convertir ma vie. Jouer du tambour en forêt, c'est sympa, mais ça n'était pas forcément son homme. Et je ne voyais pas comment switcher sur quelque chose de plus sérieux que ça. Et à l'âge de 39 ans, j'ai fait un burn-out très conséquent, dû au surmenage, une histoire d'amour qui ne se positionnait pas comme il fallait, beaucoup de problèmes d'argent parce que je jonglais avec l'argent. J'avais plusieurs entreprises à ce moment-là. Et j'étais toujours ce chaman, souffreteuse, cet accompagnant qui ne peut pas accompagner. Et voilà, j'ai explosé en vol, comme on dit. Je me suis retrouvé, je me suis fait volontairement enfermé dans une maison de santé. Quand j'en suis sorti, j'étais très abîmé. Je ne suis jamais retourné vers ma vie d'avant. J'ai travaillé le détachement absolu puisque j'étais SDF à peu près 18 mois. Et pendant ce trajet d'SDF, j'étais surtout un voyageur. J'ai voyagé, j'ai été voir des guérisseurs, des magnétiseurs, des radiesthésistes, etc. et d'autres chamans. Et j'ai appris et je me suis davantage ancré parce que le burn-out m'a simplement permis de comprendre qui j'étais et à donner, j'ai pu voir enfin le sens de ma vie. Et quand je suis revenu parmi nous, j'étais guérisseur et j'étais en paix avec ça. Ça fait 20 ans que vous êtes à peu près dans le schéma Ouais, actuel. ouais, ouais, tout à fait. Et ça a toujours été un chemin couvert de pétales de rose. Oui. Mais alors donc finalement, on a l'impression que ce mot chaman a une résonance en vous quand vous l'avez entendu. Parce que c'est toujours Oui. curieux, on est attiré par quelque chose qu'on ne connaît pas. Je pense, oui, tout à fait. Je pense que les guides qui m'accompagnaient, Voilà. j'en avais pas du tout connaissance à ce moment-là. Mais je pense que mon âme, les guides, etc., ont installé cette résonance avec ce mot-là. Et du reste, je suis souvent déterminé encore aujourd'hui comme chaman urbain. C'est-à-dire Chaman urbain, voilà ce que j'ai entendu. voilà, Oui. j'ai modernisé, conceptualisé, urbanisé, contemporanisé mon chamanisme Oui, voilà. empirique. Oui. Je lui ai rajouté des outils énergétiques et autres outils. Et puis il y a eu cette prise de conscience quantique qui a rajouté Ah oui. ce travail global que je réalise maintenant. Alors justement, je voulais, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette espèce de rapprochement entre le quantique, le spirituel pourquoi est-ce qu'on emploie cette expression d'abord C'est très récent pour moi cette prise de conscience du quantique qui rejoint le chamanisme, parce que je suis dans l'écriture d'un travail sur le quantique. Et je me suis aperçu que le vocabulaire quantique qu'on emploie aujourd'hui reprenait simplement les pas, les traces du vocabulaire chamanique. On n'emploie pas les mêmes mots, mais on parle de la même chose. Il y a une analogie. Complètement.
Et c'est ça qui m'a interpellé, parce que j'avais l'impression de fermer une boucle, de fermer un cercle. C'est-à-dire que dans le quantique, en approfondissant le travail quantique et le vocabulaire quantique, je retrouve les racines chamaniques. Et on pourrait jouer sur le mot le quantique des quantiques. Complètement, complètement. Et donc, en ce moment, je travaille sur un séminaire et l'organisation de différents soins et passages. Le passage, c'est un petit peu ce qu'on emploie en chamanisme, un certain rituel de passage, etc., mais qui vont être là, quantique. Alors qu'est-ce que c'est finalement être chaman? Qu'est-ce qu'on est supposé être quand on Vous savez, est chaman? Ça veut le dire mot quoi? Ça veut dire chaman, guide, ça veut dire quoi? chaman, ça veut dire l'homme qui sait. L'homme qui Ça sait. veut dire qu'on peut être une forme de guide en restant vraiment très modeste dans la résonance du mot. Hein. On peut être un guide ponctuel. Un initiateur. Ouais. Un éveilleur, un accompagnant, un facilitateur. Voilà, pour moi c'est plus ça. Mais est-ce qu'il y a un savoir particulier ou c'est plutôt une façon d'être? C'est souvent un chemin qui va occuper l'intégralité de l'incarnation de la personne. Être chaman, c'est être sur un chemin. En même temps, c'est avoir compris qu'on peut faire ce qu'on veut avec notre mental conscient ou non conscient. C'est savoir installer la transe pour atteindre d'autres réseaux d'information. La transe aussi bien pour soi qu'accompagner quelqu'un, un consultant, un patient, dans cette transe pour accéder à certaines informations non accessibles sans la transe. Alors est-ce que souvent c'est associé à l'idée de prendre certains produits pour arriver à ce niveau-là? Oui, bien sûr, j'ai essayé évidemment tout ça, que ce soit l'ayahuasca, l'ivoga ou autre, mais en fin de compte, on s'aperçoit qu'ici en Europe, on n'a pas besoin du tout de ça pour installer un état de conscience modifié. Je pense à Castaneda. Voilà, on peut avoir cet état de conscience modifié simplement par une bonne guidance verbale, Oui. Il m'arrive parfois d'utiliser mon tambour ou certaines sonorités, ou simplement le sommeil magnétique. Le sommeil magnétique installe la transe. Qu'est-ce que c'est le sommeil magnétique? Le sommeil magnétique, c'était cet état de descente en alpha du patient qui est allongé sur la table ou même assis sur une chaise, du reste, qu'on va installer dans un état magnétique. On va travailler en magnétisme sur lui. Ce magnétisme va l'aider à descendre en fréquence. Si on installe un fréquence-mètre sur sa tête, on va voir que de 15 à 30 Hz, il va descendre à la moitié. De 7 à 15 Hz, il n'est plus en onde bêta, il est en onde alpha. En onde alpha, voire θ, même plus bas, il va commencer à avoir des niveaux de conscience très différents. Si j'accompagne cette personne dans une régression de vie antérieure, il est en alpha et il est en θ aussi, puisqu'il arrive à voir. Donc il y a des moyens de contrôle, il y a des outils de contrôle. Complètement. Donc ça renvoie un peu quand même à votre côté un peu concret, vous aimez bien savoir ce que ça donne. Je suis resté tout à fait, j'utilise tout à fait mon vecteur spirituel en restant tout à fait cartésien. Oui, on peut mesurer ce qu'on dit, on peut prouver ce qu'on dit et il y a des résultats. Voilà, complètement. Là vous êtes un homme de résultats. Voilà, pour moi, seul le résultat compte. Oui. Et j'ai ce retour par les patients. Parce que si ça dure depuis 20 ans comme ça, c'est bien qu'effectivement il se passe quelque chose. Sinon, il y a longtemps que je serais retourné contre l'ego. Qu'est-ce que vous pensez du mot sophrologie? Est-ce que c'est un mot qui vous convient? C'est un mot qui me convient. J'ai suivi des études, une formation de sophrologie. Je suis entre autres sophrologue, on pourrait le dire comme ça. Parce qu'il y a des choses. Mais je ne suis pas un sophrologue qui utilise la sophrologie en tant qu'outil principal. La sophrologie peut aider la personne à installer une rotation de conscience et à atteindre cet état justement alpha. Justement, quand même, je vois l'expression transmission de connaissances. Oui. Dans quel sens il faut prendre le mot connaissance? Dans le sens des connaissances que j'ai pu valider, dans le sens de ce que j'ai pu apprendre, de ce que j'ai pu comprendre, et des connaissances que je vais récolter chez mes collègues contemporains. Et cet ensemble-là, j'essaye de le transmettre au mieux possible aux gens qui sont en demande. Alors, qu'est-ce que vous pensez, enfin, en petite parenthèse, qu'est-ce que vous pensez d'utiliser par exemple des supports divinatoires pour avoir des éclairages? Je ne suis pas contre du tout. On est toujours dans cet état de transe, puisque les supports sont utilisés dans un état de transe. La voyante s'installe dans un certain état, un état réflexe qui est très, très facile quand on est entraîné, qui est très facile d'accès. Comme moi, quand je prends mon pendule, dès l'instant que j'ai mon pendule en main, je descends en état vibratoire différent. Donc je fais exactement comme la voyante.
et pourquoi pas utiliser des cartes, des oracles. Ça va à chaque fois être utilisé comme un support de lecture. Oui. Et les guides, alors quand vous parlez des guides, c'est des guides qui sont dans, dans une autre dimension. Dans une autre dimension, on pourrait parler, si on revenait à un vocabulaire chamanique, du monde d'en haut. Monde d'en haut. Voilà, le monde d'en haut, c'est le monde où effectivement on arrive à se connecter à une intelligence supérieure à nous, au-delà de nous, qu'on va sentir comme divine. Alors après, on lui met les mots qu'on veut en fonction des croyances de chacun, ou des religions, ou du vocabulaire qu'on souhaite employer. Mais on est bien dans cette obligation, pourrait-on dire, si on a fait des expérimentations, de reconnaître qu'effectivement il se passe quelque chose au-dessus de nous qui peut tout à fait nous guider sur certains chemins ou dans certains choix. Et comment le chamanisme est compatible, s'articule sur diverses religions? Est-ce qu'il y a des religions qui sont plus en phase avec le chamanisme? Occidental, oriental, pour ma part, j'utilise actuellement aucune religion et en même temps toutes les religions. Parce que mon outil principal, ça va être la foi. La foi, c'est l'ouverture. La religion, bien souvent, elle installe une forme de fermeture, de restriction. Et aucune religion ne peut me convenir. Et le chamanisme n'utilise aucune religion. Bien que je sois en accord avec les trois quarts de toutes les religions, parce qu'elles disent toutes la même chose avec un vocabulaire différent. Il y a peut-être une lecture chamanique de chaque religion. Certainement. Une approche. Certainement. On voit la même chose parce qu'on regarde sur cette. Certainement. Je ne me suis jamais attaché à ça, mais pourquoi pas, certainement. Est-ce que par exemple Jésus était un chaman? Bien sûr. Pour moi, ça fait aucun doute. Donc les prophètes, Mahomet. Mais bien sûr, tous ces gens étaient des guérisseurs, des chamans. Et en fin de compte, je pense qu'on est tous quelque part chamans. Ah oui, d'accord, c'est ce que je voulais vous demander. Maintenant, il suffit d'aller chercher, de sentir, d'expérimenter les choses. On est notre propre guérisseur. Qui dit guérisseur, quelque part, dit chaman. Donc le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Donc le chaman, c'est comme quelqu'un qui montre le chemin. Oui. Normalement, vous imagineriez que personne n'a besoin d'un chaman. Il faut pouvoir éduquer, il faut pouvoir sensibiliser les gens. C'est un travail de pédagogie, d'ouverture, bien sûr qui correspond à la demande des personnes. Il y a des personnes qui sont en demande qui peuvent être sensibles à ça. Celles qui ne sont pas en demande, on ne peut rien faire pour elles pour l'instant. Mais celles qui sont en demande, le devoir, c'est de les éduquer et de les sensibiliser au fait qu'elles aillent voir au fond d'elles le chaman qui peut se cacher, le guérisseur, leur auto-guérison. Le guérisseur en lui-même n'est qu'un facilitateur de cet état d'auto-guérison qui existe en chacun. Alors, est-ce que d'être dans un état ou dans une voie chamanique, ça nous amène à vivre autrement et à percevoir notre vie autrement, à avoir des relations avec les gens autrement, ou est-ce que finalement... On peut si on veut ou pas. Dès l'instant qu'on est en conscience de ce qu'on fait, on est tout à fait dans le libre arbitre de vouloir vivre d'une certaine façon ou d'une autre. C'est pour ça que l'appellation chaman urbain, j'y tiens. Oui. Parce que je suis dans la cité. Chaman, mais néanmoins urbain. Oui. Et je vis comme un urbain, en conscience de cette vie-là. On pourrait par exemple être, pour revenir à votre cas, on pourrait être à la fois homme d'affaires et chaman. Pourquoi pas? Une fois qu'on a bien intégré tout ça. Bien sûr. Hein, comme je dis souvent en plaisantant, je suis le chaman des champs qui est devenu chaman des villes. Oui. Mais demain, je peux retourner dans les champs. Oui. Et si je me retrouve du reste de temps en temps dans les champs, je vais m'intégrer à la nature qui est autour de moi et je serai plus évidemment un chaman des champs à ce moment-là. Comme les moines qui sont dans les monastères ou ceux qui sont dans la vie. Complètement. J'ai trouvé que mon rôle à jouer, là, dans cette incarnation, n'était pas dans les champs, n'était pas dans la forêt, mais de venir en ville. Parce que c'est là que je trouvais la résonance, c'est là qu'il y avait beaucoup de mes sœurs et frères humains qui étaient en demande d'aide. Alors justement, vous dites mes sœurs et frères humains, nous, sur notre chaîne, on vous pose parfois la question, faites-vous la différence entre un homme et une femme? Est-ce que par exemple les femmes et les hommes ont un rapport différent à cette idée de chaman, à ce rôle de chaman? Il y aura toujours une différence entre un homme et une femme, bien qu'on le sait, on est tous et hommes et femmes. Oui. On pourrait dire avec beaucoup de guillemets autour que par hasard dans cette incarnation-là, oui, je suis un homme,
vous aussi, mais peut-être que précédemment on était une femme. En tout cas, on a une part de féminin qui est indéniable en nous. Aujourd'hui, apparemment homme, mais du reste, en tant qu'homme, on est très encouragé à utiliser notre part féminine qui va nous installer cette sensibilité et cette créativité. Donc il y aura toujours une différence entre la femme et l'homme, mais qui reste relative. Alors, je vais poser une question. Bon, je ne sais pas si ça va pas vous embarrasser, mais qu'est-ce que vous définissez? Parce que parfois on emploie des mots, on ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pouvez faire l'effort de nous dire qu'est-ce que c'est pour vous le féminin ou le masculin? Le féminin et le masculin, dans un premier temps, ça va être déjà l'apparence corporelle, la mécanique corporelle, et ensuite ça va être un état d'âme surtout, un état plutôt yang dans cette personne qui va vouloir être masculin, mais qu'on peut retrouver chez une femme. Oui. Non, mais justement, ou le contraire. Et quel est le contenu de ce yang et de ce yin, quel que ce soit chez un homme ou chez une femme? C'est toujours quelque chose qui vient en complémentarité d'autre chose de toute façon. On est d'accord que mon point, quand il avance comme ça, l'extérieur yang ne peut exister que par l'intérieur yin qui le pousse. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Oui. Et on est tous comme ça, ce féminin et ce masculin. Et on peut jouer avec. On peut jouer avec. Alors notre mécanique, notre apparence extérieure, ou d'homme ou de femme, va nous orienter sur un certain rôle. Mais n'oublions pas que nous sommes aussi le complément. Oui. Et est-ce que vous êtes sensible à la question des cycles? Bon, moi j'appartiens à une école plutôt qui travaille sur les cycles. Est-ce que c'est important est-ce que vous avez l'impression qu'on passe par des cycles, même des cycles relativement courts? Est-ce qu'il y a un rapport au temps qui peut évoluer? Je pense que c'est indéniable, on fait que l'observer constamment. On est sans arrêt dans des cycles, des micro-cycles et des grands cycles. On peut avoir des micro-cycles de quelques secondes, ou minutes, ou heures, ou jours, ou des cycles d'années. Oui. Mais effectivement, on voit, la vie est un mouvement, et je pense que vraiment cette idée de cycle et de mouvement, comme des tours de roue, comme des tours de roue, on emploie souvent le mot boucler. J'ai bouclé, j'ai fermé la boucle. Je pense que oui, tout à fait. Nous sommes dans des cycles plus ou moins en bonne relation avec les cycles terrestres et de l'univers. Quand on arrive à être synchro avec les cycles terrestres et de l'univers, on est très aidé. Alors, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce que pour être synchro avec ces cycles, il faut être dans un certain état. La fameuse fréquence de Schumann, où on est environ à 7-8 Hz, en correspondance avec la vibration terrestre, c'est quand même une fréquence qui est spécifique à la méditation, à la contemplation. On ne peut pas toujours être dans cette fréquence. Oui, c'est ça. Donc, il y a des moments où on est tout à fait. On n'est pas en pleine possession de son énergie, en quelque sorte. Donc, il y a une sorte d'utilisation. Enfin, les gens savent que revenir. Des moments, par exemple, où vous dites là, je suis en train de ne plus avoir tout à fait mon potentiel. Bien sûr, bien sûr. Il y a les fins de cycle, il y a les débuts de cycle, il y a les cycles que, entre guillemets, on peut louper. Parfois, vous êtes sur le quai de la gare, le train rentre en gare, mais vous ne montez pas dans le train. Oui. Bon, il part. Il faudra attendre le prochain train, le prochain cycle. Oui. Souvent qui correspond à un karma. Vous avez posé des actes qui vont installer des conséquences. Ça peut s'inscrire dans un cycle aussi, ça. Mais encore une fois, si quelqu'un vous demandait comme ça naïvement, au cours d'un cycle, quels sont les changements qui peuvent se produire? Est-ce qu'il y a un temps A et un temps B, par exemple? Comme vous parlez de yin et yang, est-ce qu'il y a un moment dans la vie où on est plutôt dans le yang, dans le yin? Je pense que certainement qu'il y a des influences comme ça. Voilà, mais il y a tellement d'influences qui peuvent jouer. Il y a la mission qu'on va avoir, il y a les guides qui nous accompagnent, il y a les correspondances avec les cycles lunaires, les cycles des planètes. C'est très complexe. Oui, c'est très complexe. C'est un peu embêtant. Quand c'est trop complexe, quelque part, les gens ils ont du mal à s'y retrouver. On a du mal à s'y retrouver, c'est pour ça qu'il faut essayer d'être dans le présent au mieux possible, d'être en conscience le mieux possible. Empiriquement, de pas s'éparpiller. De sentir les choses. Si on s'éparpille trop, qu'on veut avoir trop de la connaissance des différents paramètres, en général, je pense qu'on se perd. Alors, on reprend sur vos dossiers initiation à la pratique du pendule et art divinatoire, initiation à la pratique vibratoire, excusez-moi. C'est la radiesthésie. C'est un lapsus. C'est la radiesthésie. Oui.
art vibratoire, c'est joli d'ailleurs. Puis, Vous avez un certain sens des mots qui est intéressant. bah, les mots, faut les respecter. Et puis ils ont une musique, ils ont un Oui. intérêt qui L'art peut être vibratoire. évident. Oui. Donc vous avez découvert, à quel moment avez-vous découvert dans votre itinéraire ces Oh, bah, processus? C'était donné tout de suite ou ça? le vibratoire que j'ai découvert avec le chaman, j'ai compris tout de suite que tout était vibratoire. Le monde qui nous entoure, nous sommes aussi une entité vibratoire. Ensuite, je me suis attaché à la connaissance de la radiesthésie. Et là, j'ai compris que j'étais en plein, effectivement, dans un univers vibratoire que je pouvais consulter, mesurer. Voilà, On est toujours dans la mesure. Oui. voilà, je pouvais utiliser la radiesthésie comme un outil d'expérimentation, un outil de recherche. Est-ce qu'il faut vraiment être intéressant. particulièrement doué pour utiliser le pendule? Il faut s'y intéresser. Le mot doué va être inhérent au travail, à l'entraînement qu'on va mettre dessus. Mais alors, je voudrais revenir un peu sur cette rencontre avec les chamans. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit, ces chamans? Quelles sont les paroles qu'ils ont tenues, qui vous ont éveillé? Ce serait très difficile. C'est un peu ancien, mais Voilà, c'est un peu ancien. comment ça se Et- passe? Qu'est-ce qu'ils ont dit qui vous a déclenché, qui vous a fait prendre conscience de quelque chose? Oh, De même, vous le feriez à votre tour. Oui, avec un échange très bref avec le chaman en question qui menait le cercle chamanique, très rapidement il m'a dit mais tu es chaman. Ça m'a fait sourire parce que et en même temps j'avais envie de le croire et je pense que je le croyais vraiment. Oui. Et Mais vous saviez ce que ça voulait dire? non, non justement, mais ça me plaisait bien et je venais de l'écouter parler pendant 1 heure. Et le fait qu'il me dise que j'étais chaman, Ah oui, quand même. ça a installé un pont entre lui et moi qui flattait certainement mon ego à ce moment-là, mais pas que l'ego. Je me rendais compte qu'au-delà de l'ego qui m'accompagnait tout le temps, en général, principalement, il touchait autre chose. Et quand il dit que tu es chaman, ça veut dire que tout le monde n'est pas chaman quelque part. Moi, il n'aurait pas spécialement Tout le indiqué. monde n'est pas mûr et prêt. Oui. à Donc être quand il chaman. dit que tu es chaman, ça veut dire que tu es prêt. Enfin, Je suis prêt. tu es en état chamanique. Oui. C'est le fruit sur l'arbre qui est mûr. Et il l'a dit simplement en vous voyant ou en vous écoutant En me regardant. Il parlait et souvent il me prenait à témoin, il me regardait. Il voyait l'intérêt que je pouvais avoir et l'état de transe naturelle qui s'était installé. J'étais vraiment en résonance, en syntonie avec lui. Et donc si on reprend votre histoire avec vos péripéties, est-ce que vous avez toujours gardé quelque chose de chamanique, même quand vous étiez un petit peu en recherche Parfois non, je m'en suis éloigné totalement. Peut-être pour voir ce que ça fait, Oui. pour aller voir de l'autre côté du miroir. Et systématiquement, j'y suis toujours revenu, Oui. parce qu'il y avait un manque évident. Et quand vous étiez instructeur, vous avez dit que vous étiez un moment donné instructeur. Instructeur dans le sens où je recevais des gens Oui. qui étaient en demande de cette connaissance chamanique. Alors, est-ce que ce statut d'instructeur, vous l'avez, il s'est prolongé ou est-ce que j'ai... Non, il est À resté. un moment donné, ça n'était plus possible. Il est resté que dans les 4 années où Ah oui. j'étais vraiment dans ce cercle chamanique. Ensuite, c'est moi qui ai arrêté parce que je ne pouvais pas mener les 2 vies en même temps. C'était vraiment incompatible à votre avis? C'était un choix à ce moment-là. C'était un choix. Je ne pouvais plus être disponible à ce point pour le cercle chamanique et à ce point aussi dans mon entreprise. Donc j'ai choisi l'entreprise à ce moment-là. Alors le magnétisme, c'est autre chose, le magnétisme encore. Par extension. Est-ce que ça renvoie à la guérison, par exemple? Par extension, le magnétisme. L'énergétique. Oui, on est en plein dans l'énergétique. Et le magnétisme a été la déclinaison du soin chamanique. Dans le soin chamanique, il y a beaucoup de magnétisme. Donc, par définition, en étant initié au chamanisme, j'ai été initié au magnétisme très empirique, que j'ai été travailler auprès de nombreux magnétiseurs en France et à l'étranger pour installer des techniques, quelque chose qui me permet maintenant de l'enseigner d'une façon organisée et structurée. Donc pour conclure notre entretien, je voudrais revenir sur cet état, parce que finalement on a l'impression quand même que être chaman, ça implique un certain nombre de choses, un certain nombre de savoirs, un certain nombre de méthodes, un certain nombre de pratiques. Oui. Qui font partie intégrante du Je dirais oui, comme la radiesthésie, comme donc le ça, magnétisme. C'est normal, un chaman, c'est normal qu'il Oui, fasse ça. oui, Ça fait partie de son profil. Il y a une structure, il y a une déontologie, il y a le respect de certaines choses. Donc
on peut être chaman naturellement, mais il est très intéressant d'être formé, structuré à différentes choses. Et par exemple, la notion de pendule, ça peut être aussi une baguette de sorcier, je suppose. Tout à fait. Dans d'autres pays où il n'y a pas de pendule. Tout à fait. Je sais pas. Les baguettes, les Radmaster, les baguettes parallèles, les baguettes de sorcier, etc. Alors pour être dans le plus concret, qu'est-ce qu'on peut... on va rester dans le domaine un petit peu divinatoire, si on veut dire. Le pendule, ça nous permet de savoir des choses sur nous, sur le monde, sur ça ce nous qui nous permet de... c'est un outil Quand on d'investigation l'interroge. qui va nous permettre de répondre à tout ce qu'on ne peut pas obtenir comme réponse par d'autres moyens. Dès l'instant qu'on a plus de moyens de réponse, c'est la dernière ressource, il ne nous reste recours. que la radiesthésie. Oui. Une fuite de gaz quelque part que l'entreprise de gaz n'arrive pas à trouver, on va finir par appeler un radiesthésiste. Ah oui, on est dans la géobiologie un petit peu. On est dans la le feng shui. géobio, on est dans la recherche de personnes, on est dans le testing, on est dans... Et ça touche énormément de domaines. Des faits, alors. Donc on peut... L'archéologie, les recherches d'eau, les recherches de pétrole et autres minéraux. Ou des recherches de personnes disparues. Matériaux, recherches de personnes disparues, d'objets disparus. C'est que la police fait parfois appel à des radiesthésistes, des radioniques. Donc, mais on peut aussi demander des choses à être personnelles. Tout à fait, bien sûr. À ce moment-là, ça ferait appel à des guides qui savent des choses sur notre avenir, ou comment ça se passe. C'est un peu plus complexe que ça, mais on va être dans un état vibratoire réflexe. Ou alors communiquer avec une autre dimension de soi-même. Oui, tout à fait. On peut le dire comme ça. On va toucher, dans la radiesthésie, il y a beaucoup d'intuition. Donc il y a beaucoup d'au-delà de nous. Oui. On est en relation étroite avec nos guides, avec notre âme. Le moi supérieur, un petit peu. Complètement. De soi. Oui, complètement. Donc on ne fait parfois que communiquer avec soi-même. D'une certaine façon, oui, puisque de toute façon, la réponse vient de nous-mêmes. Le pendule ou les baguettes ne font que traduire des micro-contractions musculaires internes au corps. Donc le pendule avant nous, c'est nous. À propos de baguettes, est-ce que vous êtes intéressé par le Yi-King? Je ne m'y suis pas attaché parce que je n'ai pas le temps de m'attacher à tout, mais c'est quelque chose qui me plairait beaucoup d'approfondir. Oui, mais je ne connais pas. Oui. D'accord. Écoutez, je ne veux pas abuser davantage de votre temps. Merci de votre accueil. Merci à vous. Et de vos éclaircissements. Merci. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonne fin de dimanche.